Je suis ici ce soir en fait pour quelque chose qui pour moi est une vieille affaire. Ce sont des recherches qui datent d'il y a fort longtemps, dans lesquelles je m'étais plongé à l'époque, et j'avais eu la chance de rencontrer à la fois Monsieur Gosselin et le père d'Auteuil-Richard, avant qu'il décède. D'ailleurs, je voulais préciser peut-être, ça peut vous intéresser pour la Société d'Histoire, que tout ce que j'avais ramassé chez Monsieur Gosselin, tout ce que j'avais pu sauver avant qu'il mette ça au vidange, a été déposé aux archives à l'UQAM. Donc il y a, je pense, plusieurs caisses à l'UQAM avec de nombreux documents. Il suffit de les rejoindre. Donc la faute à Sylvie Paré qui continue à me poursuivre pour me demander de venir faire l'ouverture de cette conférence. Et donc on s'est réparti les rôles. Moi je dois vous faire un peu le contexte historique de l'époque, et puis Sylvie viendra vous parler plus particulièrement de la Cité Jardin. L'époque et même avant. Parce qu'il faut remonter un petit peu en arrière. Évidemment, Monsieur Gosselin et le père d'Auteuil-Richard n'ont pas inventé le concept de cité-jardin. Sylvie vous en reparlera plus en détail. Il faut se remettre en fait dans l'ambiance de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, voir évidemment la montée des mouvements ouvriers avec l'industrialisation dans les pays plus avancés à la fin du 19e siècle. On commence à avoir un certain nombre je dirais, d'idées qui viennent principalement évidemment d'Europe, qui progressivement rentrent ici au Québec, également des États-Unis à travers les unions. Et donc on commence à voir se dessiner une contestation de la situation économique, du développement des grandes entreprises. Et donc, on va, dans certains milieux, notamment les milieux catholiques à l'époque, essayer de trouver des façons de faire en sorte que les ouvriers ne se tournent pas vers les mouvements socialistes de l'époque. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la troisième voie. Donc là, je vous parle plus sur le plan social, avant d'arriver à la question comme telle du logement. Mais c'est évidemment intimement lié, puisque le logement, on n'y coupe pas, c'est un des biens essentiels avec la nourriture. Donc, on va, dans certains milieux, commencer à avancer un certain nombre d'idées. Parallèlement, on va aussi, évidemment, commencer à essayer de faire en sorte que les effets négatifs du développement urbain, extrêmement dense par rapport à ce qui préexistait, ne nuisent pas au développement économique et progressivement aussi à la santé de ces ouvriers. Et donc, tout ça va être lié. On va évidemment, dans les milieux à la fois catholiques, mais aussi, par exemple, ce qu'on a appelé le capitalisme social ou les capitalistes éclairés, on va essayer de trouver des solutions, comme par exemple le logement ouvrier. Donc, les grandes entreprises vont fournir du logement à leurs ouvriers. Du côté de l'Église catholique, on va avancer d'autres idées. Donc, je vous ai dit, par exemple, la troisième voie, qui est cette espèce de mouvement coopératif, de prise en main par les gens eux-mêmes d'une partie, de certains volets de l'économie qui les concernent plus directement dans leur vie quotidienne. Et donc, des gens comme Gosselin et comme le père d'Auteuil-Richard vont être parmi ces gens qui vont baigner dans cette atmosphère dès les années 1930, qui vont par exemple aller, les deux vont faire des séjours en Europe pour se familiariser avec les idées sociales de l'époque et pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient ramener ici comme pratique qui pourrait leur permettre d'avoir un impact dans leur milieu. Et donc, dès la fin des années 30, alors
rappelez-vous, on a une crise économique terrible dans les années 30, on a aussi une crise du logement terrible à Montréal. Pour vous donner une idée, en 1941, bon, d'abord les conditions sanitaires de tout le milieu ouvrier sont épouvantables, les logements sont en très mauvais état. Par exemple, les salles de bain, les toilettes n'existent pas dans presque 40% des logements. On a des gens qui vivent dans des garages, dans des anciennes boutiques. Donc il y a vraiment une situation du logement extrêmement difficile, pour ne pas dire plus. Et donc, en se rencontrant, monsieur Maître Gosselin, parce qu'en fait il va devenir avocat, et le père d'Auteuil-Richard vont décider que le logement serait le lieu de leur intervention. Ils vont, en 1938 ou 39, j'avoue que les dates des fois m'échappent avec le recul, ils vont participer au congrès de ce qui va devenir la CSN, qui est à l'époque la Confédération des travailleurs catholiques. Et c'est là qu'ils se rencontrent et qu'ils décident qu'ils vont essayer d'intervenir. La première idée, c'est de faire quelque chose à Québec, et puis finalement ce projet va tomber à l'eau. Ils vont venir à Montréal, où ils vont lancer ce projet de Cité-Jardin. Alors, Cité-Jardin, bon, je vous ai dit, Sylvie va vous en parler plus en détail, mais je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a comme deux grandes branches. Il y a une branche qui est plus une branche qui est une intervention par le haut, je dirais, par l'État, comme par exemple en France ou dans les pays scandinaves, où vous avez la politique de ce qu'on appelle l'habitat à bon marché, qui sont en général des grands immeubles collectifs, donc des immeubles à logement qui sont fournis par l'État, donc sont les ancêtres des HLM. D'ailleurs, on aura, cette branche-là va donner les habitations Jeanne-Mance, qui est un autre projet sur lequel j'ai travaillé à l'époque. Les habitations Jeanne-Mance devaient être un projet prototype qui, ensuite de ça, serait suivi d'une douzaine d'autres projets dans tout le centre-sud et le sud-ouest de Montréal, donc tous les plus vieux quartiers ouvriers. De la même façon, la Cité-Jardin du Tricentenaire devait être un prototype qui devait essaimer ensuite des cités-jardins à travers tout le Québec. Donc vous avez là deux prototypes. Donc le prototype de la Cité-Jardin, c'est l'autre branche. C'est la branche plus, je dirais, ancrée directement dans le milieu, où on réunit des gens, on leur fait créer une coopérative, et ce sont eux qui vont ensuite de cela mettre sur pied ce projet et le mener à bien. Même si, je vous le rappelle, et ça va être un des problèmes d'ailleurs de la Cité-Jardin, l'Union économique d'habitation n'était pas une coopérative. La raison en étant, je soupçonne fortement que Maître Gosselin voulait garder la haute main sur l'ensemble de l'opération. Bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que comme il y a pas mal d'autres personnes ici qui ont connu cette époque, les chicanes et autres, je pense que c'est pas essentiel de rentrer dans ça, mais je pense que c'est quand même important de le souligner parce que le mouvement coopératif au Québec, qui était développé dans certains domaines, notamment dans le domaine financier, qui va au début supporter l'union économique, va ensuite se retirer parce qu'il y aura là aussi un effet de compétition. Donc, la Cité-Jardin ici va s'inscrire dans ce mouvement, je dirais plus tendance coopérative, plus à partir des gens, et aussi non pas des grands immeubles à caractère locatif, contrôlés par l'État, mais des unités familiales, et des unités familiales qu'on ne va pas construire n'importe où. Je vous rappelle que si aujourd'hui la Cité-Jardin est très largement
englobé dans ce qu'on pourrait dire pratiquement quand même une partie de la ville centrale. Si on regarde à l'échelle du Montréal métropolitain, à l'époque, on est loin, 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 loin du centre, dans les champs, au bout de nulle part. Et ça, c'est pas pour rien à quelque part non plus. Bon, il y a évidemment une question de terrain disponible, mais il y en avait d'autres des terrains disponibles. L'idée était quand même de créer un petit microcosme comme ça, une espèce de cité prototype idéale qui évidemment était essentiellement catholique. Il n'était pas question d'accepter des gens qui ne faisaient pas partie de ce milieu-là. Et ça, c'était très clair. Maître Gosselin me l'a dit ouvertement. Et le père d'Auteuil-Richard était un peu plus subtil, plus diplomate. C'était un grand monsieur qui a été provincial, hein, mais il n'en reste pas moins que c'était ça fondamentalement l'idée. C'était aussi l'idée d'avoir un type de logement qui permettait ce qu'on appelait à l'époque l'expansion des familles. Donc l'idée, par exemple, j'ai une madame tout à l'heure qui m'a dit j'étais l'aîné de 6 enfants, il y avait des familles avec encore le double de ça à la Cité Jardin. Si je ne me trompe pas, ça allait jusqu'à une douzaine. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte d'avoir un milieu entre soi où la famille pourrait se développer selon les préceptes du catholicisme relativement conservateur de l'époque et de fournir des logements à un prix. Alors là, on rentre dans des considérations plus spécifiques, à un prix abordable, et cet aspect-là va devenir lui aussi problématique, parce que, évidemment, si vous voulez faire des maisons unifamiliales d'une certaine grandeur, eh bien, ça coûte un certain prix. Surtout quand, en plus, vous avez le malheur de vous retrouver avec la guerre et que les matériaux deviennent rares, voire même au point que les chantiers, par exemple, Maître Gosselin m'a dit que les chantiers, par moments, s'arrêtaient parce qu'on n'avait plus de clous. La raison était très simple, c'est que les clous, c'est du métal, et le métal, la priorité, c'était l'industrie de guerre. Or, arrêter un chantier, ça coûte des sous. Avoir des matériaux qui sont en concurrence avec tout un autre pan de l'économie, ça fait augmenter les prix. Donc ça aussi, ça a joué. Ça a joué aussi sur le fait que les prix qui étaient prévus au départ et qui étaient des prix qui étaient relativement, même si ce n'était pas très bon marché par rapport à l'époque, déjà à la base, les prix des maisons n'étaient pas pour tout le monde, c'est clair. De quelque chose qui devait être du logement ouvrier, c'est vraiment devenu du logement pour la petite bourgeoisie canadienne, française, catholique. C'est clair. Des ouvriers à la Cité Jardin, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que, effectivement, dès le début, le prix était prohibitif. Mais en plus, avec les augmentations successives, là, évidemment, en plus, les gens se sont sentis floués, on pensait qu'il y avait des malversations, les prix augmentaient sans arrêt. Il est clair que ça aussi, ça a créé des problèmes. Ça a fait en sorte que, notamment, les syndicats se sont retirés, le mouvement coopératif s'est retiré. Ottawa, qui finançait en partie, a dit ça ne rentre plus dans les programmes, etc., etc. Donc ça a eu un effet boule de neige, des conséquences importantes sur le déroulement des opérations, et donc d'un projet qui devait à l'époque, au début, être autour de 600 maisons, donc quelque chose d'assez important, hein, qui devait descendre jusqu'à Sherbrooke, 600 maisons avec un noyau central communautaire, avec des commerces, avec une église, avec une piscine, etc., c'est progressivement rétréci de plus en plus pour terminer au 156 ou 7 167, excusez-moi. Ça fait partie des chiffres que j'oublie comme ça avec ma vieille mémoire. Et donc, ce projet va progressivement ralentir et jusqu'à finalement s'arrêter. On a eu des interventions de Québec au début qui étaient relativement favorables tant que les communautés religieuses
qui finançaient en partie, qui avançaient de l'argent, qui ont pris d'ailleurs le relais des caisses des jardins, grâce à la présence du père d'Auteuil-Richard. À un moment donné, les communautés religieuses ont fait du lobbying à Québec pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais elles aussi, progressivement, se sont retirées. Et donc, on a fini par avoir une loi spéciale de Duplessis pour arrêter, de Maurice Duplessis à l'époque, pour arrêter le projet. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Je pense que ça met à peu près le contexte. Hein? Ah, tu veux que je rentre là-dedans? C'est pas toi, ça? Bon, ben, juste alors, non, peut-être un mot aussi, quand même, quelque chose d'important. Ce qui est assez intéressant, vous savez que, bon, là vous avez la rue des Marronniers. La rue des Marronniers, c'est un peu spécial parce que c'est la première rue, c'est celle qui va être inaugurée en grande pompe pour lancer le projet dans le cadre des fêtes du 300e anniversaire. Mais les autres rues, là, c'est le vrai projet, dans le sens où on a choisi, à partir des différents prototypes qui avaient été faits sur la rue des Marronniers, on a choisi en gros 2 modèles. Un modèle qui est la maison canadienne, soi-disant, je vais vous dire pourquoi après soi-disant, et puis le chalet suisse. Alors, le chalet suisse, ça, c'est carrément du folklore. Pour une cité prototype québécoise, j'avoue que je ne l'ai pas comprise. La chose est arrivée comme ça que l'architecte, qui était un ami de Maître Gosselin, aimait beaucoup la Suisse. Il allait en vacances en Suisse. Et puis, il vous a collé un chalet suisse. Bon, c'est comme ça, avec du style vissé, donc des planches rapportées, des volets. Bon, alors voilà, il manque juste les coucous. Et alors, le modèle soi-disant canadien-français, prototype, eh bien, manque de chance pour Gosselin. Gosselin m'a remis toutes ses archives, ses livres et tout. Et Gosselin était, paix son âme, un admirateur des régimes fascistes de l'époque. Et il est allé se balader, entre autres, en Allemagne, où il a vu des cités ouvrières qui venaient d'être construites. Et dans un livre, ce modèle-là était présent. Et c'est pratiquement un collage d'une des cités ouvrières construites par les nazis en Allemagne dans les années 30. Bon, mais disons qu'il y a un joli petit toit en pente, ça peut passer pour local. Désolé pour ceux qui pensaient avoir là le modèle canadien-français typique. L'autre chose quand même qui est intéressante, même si Gosselin est un conservateur au niveau social, au niveau économique et au niveau, je dirais, urbanistique et architectural, c'est quand même quelqu'un qui avait compris des affaires. Par exemple, il avait compris comment fonctionnait un chantier en termes de progression. C'est-à-dire, vous construisez une maison, vous démarrez par des fondations, ensuite de ça, ça monte un peu, là, vous commencez l'autre, etc. C'est ce que font tous les entrepreneurs aujourd'hui, les petits entrepreneurs qui construisent une douzaine de maisons comme ça, et puis vous les vendez au fur et à mesure, de manière à ce que ça finance sans avoir un très gros roulement, par exemple. Bon. Il avait compris que on pouvait faire des tentatives de nouveaux types de construction, comme par exemple des murs porteurs en béton, en bloc de béton, alors qu'à l'époque, ça se fait vraiment quasiment pas au Québec. Donc, il va faire des accords avec la Canada Cement, par exemple, pour faire ce type de construction. Si vous regardez la bâtisse de l'Union économique d'habitation, elle a vraiment un air d'architecture du Bauhaus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bauhaus, c'est la grande école d'architecture ultra-moderniste, d'avant-garde des années 1920 en Allemagne, avant l'arrivée justement des nazis, qui vont évidemment fermer cette école. Donc une architecture ultra simple, ultra-moderne, vous regardez comme ça les petites lignes,
c'est vraiment spécial quand vous regardez ça, et même la deuxième bâtisse plus importante, par rapport au choix qui est fait pour les habitations. Hein, il y a là une espèce de contradiction. Il va faire affaire, même s'il est un peu antisémite, avec celui qu'il appelait son petit juif d'Ottawa, Samuel Guiterman, qui était l'urbaniste que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à l'époque c'était la Société centrale d'hypothèques et de logement, non c'était avant, c'était le wartime housing, wartime housing. Bon, en français, je ne sais pas, ça existait en français? Non, ça s'appelait wartime housing. Ouais. et donc, qui était l'architecte qui était délégué par le gouvernement fédéral, qui avait accepté de fournir cette aide professionnelle et des financements pour lui proposer des modèles de plans. Ça, c'est toi qui vas en reparler plus en détail. Oui, tu es d'accord là-dessus? Je ne présente pas, je présente des modèles de maison. Ah, bon. Les plans sont dans ton livre, il faut acheter le livre, il est 25 seulement. Je ne touche rien de plus. Bon, je pense que ça va, je te passe le micro. Oui, je répondrai aux questions, peut-être la présentation de Sylvie, puis on prendra toutes les questions après ensemble.